Et dans Normes, cette semaine, on va consacrer une série de chroniques tech et géopolitique avec toi, Pierre. Ça va? Oui, bonjour Marion. Toujours ici sur les plateaux, le plateau de France Inter, la matinale, où tu as ta chronique géopolitique. Voilà, qui vient de se terminer. À 8h17, écoutez-le. On va décrypter avec toi sur plusieurs chroniques, plusieurs épisodes, cette stratégie, je dirais même cette conquête chinoise du président Xi Jinping, dit-on. Et on va faire un peu l'état des lieux finalement de cette conquête chinoise qui va en fait accélérer l'innovation à la chinoise, que ce soit l'intelligence artificielle, le quantique, on va en parler avec toi. Par quoi ça démarre cette stratégie de la Chine, Pierre? En fait, on ne l'a pas compris tout de suite. Oui. Il y a une ambition chinoise absolument déterminée depuis 40 ans, depuis la mort de Mao et le début des réformes économiques, de devenir numéro un dans un certain nombre de secteurs clés. La Chine a compris évidemment son retard à l'époque. Elle sortait d'une période complètement obscurantiste et elle a voulu faire du rattrapage. Et là où les Occidentaux pensaient qu'elle se contenterait de récupérer la sous-traitance des grandes industries, le t-shirt à 1 euro et les industries polluantes, elle a eu une stratégie extrêmement volontariste de s'imposer dans des secteurs de pointe, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle dans le jargon le leapfrogging, le saut de grenouille. C'est-à-dire que si vous êtes en retard sur une technologie ancienne, ce n'est pas la peine d'essayer de rattraper votre retard, allez directement à la technologie suivante, à celle de demain. Et c'est exactement ce qu'a fait la Chine. Et donc pendant 20 ans, on ne l'a pas vu parce que c'était très discret, parce que le retard était tel que ça ne se voyait pas trop. Mais depuis 20 ans, la Chine a appuyé sur l'accélérateur et ça se voit. C'est-à-dire qu'elle était 40e dans le Global Innovation Index, qui est le classement mondial des pays qui, selon un certain nombre de critères, sont innovants. Elle était 40e il y a 20 ans, elle est 19e aujourd'hui. Et elle est passée du groupe des pays en développement à être aujourd'hui en compétition directe avec les pays développés. Donc elle est dans la catégorie de la France, de l'Angleterre, du Japon ou des États-Unis. Et on peut le constater, ce saut qualitatif par un certain nombre de critères. Par exemple, la Chine est devenue le premier pays depuis 2 ans à déposer des brevets dans le monde. Elle a dépassé les États-Unis et le Japon en termes de nombre de brevets déposés. Elle est le 2e pays au monde aujourd'hui en termes de publications scientifiques, d'articles scientifiques, dans des revues reconnues par le milieu scientifique. Donc on voit bien qu'il y a à la fois une volonté de construire un écosystème, des entreprises, etc., mais aussi de développer le savoir. Et pendant très longtemps, je pense que les Occidentaux ont péché peut-être par mépris ou par arrogance, en pensant que la Chine était tellement en retard qu'elle n'arriverait jamais à rattraper l'avancée de pays comme l'Europe ou les États-Unis, qui en gros depuis 100 ans dominent les domaines scientifiques et technologiques. Ce n'est pas le cas, et on le voit bien. Aujourd'hui, la Chine produit, alors tout ça sont des chiffres, donc il y a une réalité derrière et qu'il faut nuancer, mais elle forme 5 millions de diplômés dans les matières scientifiques et technologiques par an. C'est-à-dire 10 fois plus que les États-Unis. C'est gigantesque. Alors c'est colossal parce que, certes, il y a beaucoup d'inégalités entre les écoles d'élite, les universités d'élite et le tout venant des informaticiens, des ingénieurs, etc., qui sont formés. Mais malgré tout, ça fait une masse d'expertise, de savoir-faire qui est aujourd'hui appliquée à l'ensemble des données du spectre. D'autant plus que, on l'a vu même récemment, ça a été relayé dans la presse, que la Chine aussi va former ses élites à l'étranger. Je crois que un peu plus de la moitié de Stanford, par exemple, des grandes universités de renom, avec un savoir-faire évidemment technologique, sont peuplées justement par des étudiants chinois. Oui, et ce qui est remarquable aussi, c'est qu'il y a eu cette volonté de se former dans les meilleures universités étrangères.
avec une stratégie de faire revenir ces étudiants. C'est-à-dire que beaucoup des dirigeants des entreprises dans le secteur technologique aujourd'hui en Chine sont des gens qui ont fait Stanford ou les grandes universités américaines, qui ont travaillé quelques années chez Microsoft, Apple, Google et dans les grandes entreprises de la Silicon Valley, et qui ensuite sont retournés en Chine avec un savoir-faire, un réseau d'investisseurs un tapis rouge déroulé par le pouvoir chinois. Donc il y a eu cette volonté absolue de former bien, donc dans les meilleurs endroits, et de faire revenir cette matière grise. Ouais. Et là, il y a une comparaison à faire avec, par exemple, l'Inde. On voit bien aujourd'hui, par exemple, que dans la technologie américaine, il y a énormément de techniciens, d'ingénieurs, de cadres d'origine indienne qui vivent maintenant aux États-Unis et qui, en fait, ne reviennent pas en Inde. Et l'Inde regarde avec envie ce qu'a fait la Chine, qui a réussi à faire revenir ses talents. Et paradoxalement, avec un système politique qui, lui, n'est pas attrayant. Donc, il y a un véritable enjeu de nationalisme aussi, il faut bien le dire. C'est que l'expression qu'on emploie à propos de la Chine aujourd'hui, c'est un techno-nationalisme. C'est-à-dire qu'il y a une fierté nationale qui est attachée à la conquête scientifique. C'est quelque chose qu'on a peut-être eu d'ailleurs aussi chez nous, la plus belle voiture, le lancement dans l'espace, la manière dont la conquête de l'espace aux États-Unis, par exemple, a joué un rôle clé, etc. Et qu'on a sans doute perdu et que la Chine a récupéré. Et moi, j'ai assisté une fois à une chose qui m'a vraiment marqué. Il y avait eu une compétition internationale pour le séquençage du génome humain, il y a une quinzaine d'années. Et une équipe chinoise était arrivée en tête et avait battu de quelques jours les Japonais, les Américains étaient un peu largués, etc. Enfin bref, il y avait eu une sorte d'émulation entre des équipes scientifiques dans plusieurs pays. Et j'étais allé voir les gens du labo chinois qui avaient réussi, et la scène était incroyable. Il y avait les ordinateurs dans une grande salle, et à côté, un matelas par terre. C'est-à-dire que les gens dormaient, se reposaient, et dès qu'ils étaient un peu reposés, ils retournaient à leur ordinateur. Et sur le mur, il y avait une grande banderole avec un slogan qui expliquait que le génome, c'était pour le 21e siècle l'équivalent de la bombe atomique au 20e siècle. C'est-à-dire qu'il y avait un enjeu de souveraineté, d'autonomie stratégique et de fierté nationale dans le fait de conquérir des nouveaux espaces technologiques. Ça, c'est, je pense, la force de ce régime aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, il n'est pas la conquête spatiale. Tu parlais avec justesse de ces moments Spoutnik. Pour terminer, on va dans la prochaine chronique rentrer un petit peu, explorer justement sur quelle spécificité. On parlera d'intelligence artificielle et d'autres technologies de rupture sur lesquelles la Chine avance très très vite. On l'a déjà dit, mais ce qui est important aussi dans le décryptage de cette stratégie, c'est aussi de décrypter le personnage Xi Jinping, parce que c'est un ingénieur. Et tu nous as déjà appris que régulièrement, des réunions se font dans le Palais des Peuples probablement, ou en tout cas dans les bureaux du parti. Ça dit beaucoup de choses, ça, quand même, cet ADN en fait, technologique. C'est paradoxalement un régime d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'on est passé de l'ère des généraux maoïstes qui avaient fait la longue marche et dont la légitimité tenait d'abord à leur proximité avec Mao et à leur implication dans la révolution, etc., à une génération de gens qui sont testés et jugés sur leur efficacité et qui sont tous, depuis 3 générations maintenant de dirigeants, des ingénieurs. Xi Jinping est diplômé de l'université de Tsinghua, qui est la grande université technologique de Pékin, qui se veut le Harvard ou le Stanford chinois. Et il est passionné par ces questions. Et il y a 20 ans, il y avait déjà des ingénieurs qui étaient dans l'équipe dirigeante et qui étaient... il y avait le Premier ministre Li Peng, dont l'histoire a retenu, c'est lui qui a dirigé l'assaut sur la place Tiananmen en 1989, donc ce n'est pas très glorieux. Mais de l'autre côté, c'était un ingénieur qui avait lancé le barrage des Trois Gorges sur le Yangtze, qui est le plus grand barrage au monde. Et il allait tous les mois
sur le chantier avec son casque pour voir l'avancée des travaux, parce que c'était un ingénieur qui était absolument passionné par ça. Et là, on a ce phénomène, je pense, unique au monde, où le bureau politique du Parti communiste chinois, ce n'est pas l'organe le plus romantique de la Terre, une fois par an, fait une journée entière d'études dédiées à un secteur technologique. Et donc, ces 3 dernières années, ils ont fait une journée entière sur l'intelligence artificielle, une journée sur la blockchain et une journée l'année dernière sur les technologies quantiques. Donc imaginez dans quel autre pays tous les dirigeants, les principaux dirigeants du pays passent une journée entière à essayer de comprendre la technologie blockchain ou la technologie quantique. Ça donne une idée quand même de la manière dont d'abord fonctionne la Chine, c'est-à-dire tout part du sommet et il faut que le sommet soit mobilisé et soit conscient des enjeux et puisse définir la stratégie. Mais une fois que le sommet a pris sa décision et a tous les éléments en main, ben ça descend. Ça cascade. Et en dessous, on obéit. Et on donne les moyens. Parce qu'il y a aujourd'hui évidemment un enjeu budgétaire. Et je terminerai sur une autre anecdote qui je trouve, m'avait moi marqué. C'était au début des années 2000. J'étais allé visiter, c'était un reportage quand j'étais correspondant à Pékin, un labo de nanotechnologie qui avait les plus belles machines d'origine allemande d'ailleurs sur des nanotechnologies. Il n'y avait que 2-3 endroits au monde où il y avait des technologies aussi avancées. Et le lendemain, je rentrais en France en vacances et mon taxi qui me ramenait de l'aéroport à Paris est pris dans une manifestation et on est bloqué. Et je vois passer une manifestation avec des chercheurs, avec des banderoles qui protestaient contre les coupes budgétaires dans la recherche. Et là, je me dis, mais on est tombé sur la tête. D'un côté, on équipe les chercheurs avec les dernières technologies, et de l'autre, on coupe dans les crédits. Et hélas, il faut bien le dire, c'est un peu l'histoire des 20 dernières années. C'est ça, qui décrypte la standardisation de l'innovation chinoise. La semaine prochaine, on va parler d'intelligence artificielle justement dans cette conquête, encore une fois. Et puis on évoquera ces autres technologies de rupture. Un grand merci Pierre ce matin. Merci Marion. De nous accueillir ici sur le plateau de France Inter et on se retrouve la semaine prochaine.